notre invité politique ce matin, c'est Julien Audoul. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député sortant Merci de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Julien Audoul. Bonjour. On va évidemment parler de cette campagne des législatives et d'abord cette déclaration d'Emmanuel Macron hier. Julien Audoul, Emmanuel Macron qui dit que la dissolution est la solution, je cite, la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans la tête d'Emmanuel Macron, la dissolution, c'est un piège. Il cherche à rendre le pays ingouvernable. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jordan Bardella souhaite que les Français lui donnent une majorité absolue, avec une majorité de députés patriotes. Pardon, Julien Audoul, mais c'est vous qui l'avez demandé, cette dissolution. Vous cherchez vous aussi à rendre le pays ingouvernable ? Non, pas du tout. Bien au contraire, nous souhaitons améliorer la situation de notre pays, améliorer la situation de nos compatriotes. Donc quand vous la demandez, c'est pour améliorer la situation. Quand c'est Emmanuel Macron qui prend la même décision, c'est pour rendre le pays ingouvernable. Bien sûr, Emmanuel Macron, on voit bien, et d'ailleurs il l'a dit dans une petite phrase dont il a le secret et l'habitude, j'ai lancé une grenade dégoupillée dans leurs jambes et je vais voir comment ça se passe. Voilà. Mais comment il fait pour rendre le pays ingouvernable ? Qu'est-ce qu'il fait ? Emmanuel Macron cherche à montrer aux Français qu'il n'y aurait aucune majorité, que finalement il serait le recours, alors qu'il a brutalisé notre pays depuis 7 ans, alors qu'il a mis en œuvre des politiques injustes et qu'il a suscité une défiance dans le pays comme aucun autre président de la République avant lui dans la Ve République. Mais il y a un risque quand même pour qu'il n'y ait pas de majorité à l'issue... Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que les Français ont envie de changement. Je pense que les Français ont envie que le bon sens arrive au pouvoir. Et je pense qu'ils ont envie que Jordan Bardella soit leur Premier ministre pour réorienter totalement la politique au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la sécurité et au niveau de l'immigration. Peut-être petite précision avant de parler de votre programme là-dessus, justement, puisqu'hier, Jordan Bardella a dit que s'il n'y avait pas de majorité absolue, il refuserait d'être nommé à Matignon. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que vous laissez Matignon au groupe arriver second, ou que ce sera le RN, mais quelqu'un d'autre que Jordan Bardella ? Non, ça veut dire que Jordan Bardella dit la vérité aux Français. C'est-à-dire que si les Français, aujourd'hui, plébiscitent le Rassemblement national, c'est pour qu'ils puissent mettre en œuvre nos idées, nos solutions. Si nous n'avons pas la possibilité de gouverner, si le Premier ministre n'a pas une majorité stable pour pouvoir mettre en œuvre cette politique, effectivement, ça ne sert à rien. Vous savez, si Jordan Bardella est à la merci de la première motion de censure, effectivement, il ne faut pas mentir aux Français. Donc nous souhaitons une majorité absolue. Mais donc vous faites quoi ? Imaginons que vous arrivez en tête, mais pas avec la majorité absolue. Vous faites quoi ? Mais encore une fois, nous verrons le moment venu. Là, c'est de la politique fiction. Mais c'est un peu ce qu'il a fait hier. Mais très clairement, nous appelons, et Jordan Bardella a appelé les Français à se mobiliser pour lui accorder cette majorité absolue qui permettra de changer les choses dans notre pays. Si vous n'avez pas de majorité absolue, vous avez toujours le loisir de passer des alliances. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2022. Est-ce que vous êtes déjà en discussion avec des groupes parlementaires avec qui vous pourriez passer des alliances ? Non, mais on ne va pas faire l'élection avant qu'elle ait lieu. Nous verrons la composition. Non, mais nous verrons la composition de l'Assemblée nationale. Déjà, nous faisons campagne. Nous sommes dans une période extrêmement importante, qui est historique pour notre pays. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 50 ans, nos idées peuvent arriver au pouvoir. Nous avons une assise populaire, nous avons une vague qui s'est levée lors des élections européennes, nous avons un grand nombre de Français qui croient en nos idées et qui se disent que c'est le moment de gagner. Donc très clairement, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ouais. Ensuite, nous verrons au soir du 7 juillet le choix des Français, leur décision souveraine et démocratique. Qu'est-ce que sera l'Assemblée nationale, les forces en présence, si nous avons la majorité absolue ou pas. Et nous demandons à nos électeurs de se mobiliser très largement parce que le changement est possible. Avant de mettre en œuvre vos mesures, vous voulez un audit des finances publiques. Qui sera fait par qui, cet audit ? Par une commission indépendante. Jordan Bardella l'a dit, il souhaite mettre autour de la table tous les experts, toutes les structures, les institutions de notre pays, tout simplement pour avoir un état des lieux précis de la situation du pays, pour pouvoir déterminer quelles sont les politiques à mener, quelles sont les économies à faire. Et c'est un moment de vérité pour les Français. Vous ne l'avez pas ? Il y a une loi de finances, il y a des rapports de la Cour des comptes, il y a des travaux des commissions des finances du Parlement. Bien sûr, mais nous n'avons pas tous les éléments. Et vous le savez,
si on fait un peu d'histoire politique, quand Alain Juppé est arrivé à Matignon en 1995, il s'est aperçu que les déficits finalement étaient beaucoup plus vastes que ce qu'il présageait et que l'antériorité d'Édouard Balladur, finalement, les chiffres qui avaient été communiqués n'étaient pas forcément les bons. Donc là, nous souhaitons avoir un état des lieux très précis pour pouvoir dire précisément à nos compatriotes ce que nous avons fait, quelles sont les marges de manœuvre. C'est que Bercy ne communique pas les bons chiffres. Et quelles sont les économies. Encore une fois, il y a un moment de sincérité à faire compte tenu de ce qui est fait depuis 7 ans et surtout compte tenu des impôts qui sont demandés aux Français. Je rappelle que nous sommes, parce que c'est quand même important, nous sommes la première puissance fiscale du monde. Les Français sont les plus matraqués au monde en termes d'impôts, en termes de taxes. Donc il faut dire aux Français qu'est-ce qu'on va faire avec leur argent, quelles sont les politiques de redistribution, notamment sur le pouvoir d'achat que nous allons pouvoir faire, et surtout quelles sont les économies que nous pouvons faire sur la fraude sociale, sur l'immigration notamment. Ça veut dire que votre programme pourrait être amendé au vu des résultats de cet audit, c'est-à-dire si les finances sont plus mal en point que ce que vous pensez, vous pourriez renoncer à certaines dépenses ? Non, alors il n'y aura aucune renonciation, il n'y aura aucune trahison. Sur le programme et les propositions que nous faisons depuis des années, sur le programme présidentiel de Marine Le Pen de 2022, il y a un calendrier des urgences. Voilà. La première des urgences, c'est évidemment l'urgence sociale, c'est le pouvoir d'achat, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques de 20% à 5,5%, sur le fioul, sur le gaz, l'électricité et les carburants. Ça, c'est la première des priorités. Et par exemple, vous renoncez déjà à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Pourquoi est-ce que vous la repoussez ? C'est au vu des... Non, on ne la repousse pas, mais vous savez qu'il y a un calendrier à la fois législatif, réglementaire, on ne peut pas tout faire en 48 heures. D'un coup de baguette magique, c'est pas parce que Jordan Bardella va arriver à Matignon que tout va pouvoir être fait dans les 48 heures. Il y a un temps... mais la baisse de la TVA sur l'énergie, vous ne pourrez pas les faire dans 48 heures non plus, il faut l'accord de l'Europe. Donc c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps. Non, ça ne va pas prendre un petit peu de temps, ça va se faire de manière assez rapide. Et ensuite, il y a à décliner... Non mais il y a à décliner, et j'aime bien il faut l'accord de l'Europe. L'accord de l'Europe, c'est surtout l'accord du gouvernement de la France. Voilà. Et si le gouvernement de la France, en Europe, décide de mettre en œuvre une politique, j'ajoute que nos voisins et partenaires européens ont mis en œuvre des politiques sociales de baisse de TVA sur les produits de première nécessité, sur les énergies et autres, ils ont pu le faire et ça s'est très bien passé, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ensuite, il y a un calendrier à respecter, il y a la loi de finances notamment à l'automne, donc tout ne va pas se faire en 48 heures, mais tout sera décliné dans les semaines qui suivent l'arrivée au gouvernement. Juste sur cette baisse de la TVA sur l'énergie, si tant est que vous arriviez à la mettre en place, qu'est-ce qui vous garantit que cette baisse profitera au portefeuille des Français et n'ira pas accroître les profits des énergéticiens ? Elle va profiter au portefeuille des Français, notamment des plus modestes. Si on prend, comment ? Je vais vous le dire, si on prend juste le cas des carburants. Aujourd'hui, la situation fait que vous avez bon nombre de nos compatriotes qui se restreignent dans leurs déplacements, qui ne vont même plus travailler parce que l'essence est à près de 2 € le litre. Donc si vous leur permettez, avec cette baisse de TVA de 20% à 5,5%, de retrouver entre 150 € et 200 € de pouvoir d'achat supplémentaire par mois, ça leur permet d'aller travailler. Et donc c'est à la fois bon pour leur pouvoir d'achat, mais aussi bon pour l'économie française. Comment vous obligez les énergéticiens à les répercuter là-dessus, sur le portefeuille des Français ? Comment ça ? C'est une baisse de TVA. Ben oui, c'est une baisse de TVA. Par exemple, on a vu dans la restauration, la baisse de TVA, elle n'a pas intégralement profité aux consommateurs. Visiblement, si j'en crois les exemples portugais et espagnols, les baisses de TVA favorisent la consommation, favorisent le pouvoir d'achat des concitoyens. Donc c'est une mesure de justice sociale. Et j'allais dire que c'est aussi une mesure qui, après 7 années de matraquage, de hausse de taxes et tout, qui va redonner de l'air à nos concitoyens qui en ont bien besoin. Sur l'immigration. Dans les questions qui se posent sur votre programme, la loi immigration a été votée il y a quelques mois. Une partie de cette loi ne vous convenait pas sur les métiers en tension. Est-ce que vous la remettez en question ? Bien évidemment. Bien évidemment. Vous le savez, la loi immigration était un moindre mal, mais il y avait des dispositions qui n'allaient pas dans le bon sens. Et surtout, cette loi, avec la perversité d'Emmanuel Macron, a été retoquée par le Conseil constitutionnel, parce que c'était ça l'objectif. Nous souhaitons mettre un terme aux pompes aspirantes de l'immigration. Nous voulons rendre notre pays inattractif à l'immigration. Faire en sorte que tous les migrants de la Terre ne soient pas
tenter de prendre des risques d'ailleurs pour leur vie à venir dans notre pays et de leur dire que la France n'est plus un Eldorado, que nous avons près de 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, que nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Ça veut dire que dans les domaines de la restauration par exemple, où le manque de main-d'œuvre est assez criant, mais aussi dans le domaine de la santé, on n'embauche plus on ne facilite pas l'embauche des personnes qui arrivent en France. Ce qui est certain, c'est qu'on n'embauchera pas de clandestins, voilà, que nous allons remettre des règles, que les personnes, si elles souhaitent venir en France, devront respecter ces règles. Est-ce qu'on embauche de la main-d'œuvre étrangère qui ne soit pas clandestine, qui soit qui ait le droit de travailler, s'il y a des titres de séjour, encore une fois, il y a des dispositions et des procédures pour acquérir. Les métiers en tension, c'était l'idée d'accorder des titres de séjour de façon plus rapide et plus simple surtout, dans les secteurs qui en ont besoin. La politique et la vision du gouvernement, c'était de constituer un immense appel d'air avec une liste de métiers en tension qui allait pouvoir être utilisée à la fois par les passeurs et associations immigrationnistes pour faire venir tous les migrants dans notre pays. Nous voyons aussi que quand nous avons près de 6 millions de chômeurs dans notre pays, dont beaucoup d'ailleurs sont issus de l'immigration, beaucoup d'étrangers. Je rappelle qu'il y a une surreprésentation des étrangers et un taux de chômage qui est beaucoup plus fort chez les étrangers que chez les nationaux. Donc l'urgence, c'est déjà de mettre au travail nos compatriotes et les étrangers qui sont déjà chez nous, plutôt que de faire venir d'autres personnes pour aller occuper des soi-disant métiers en tension. On sait bien que les Français ne sont pas forcément formés pour ces secteurs-là. Est-ce que quand même on facilite Et ils ne sont pas forcément payés, surtout. Parce que le véritable problème, c'est les salaires. Et c'est pour ça que nous souhaitons inciter les entreprises à augmenter... Donc dans le métier de la restauration, on augmente les salaires ? Mais évidemment, nous souhaitons inciter les entreprises à augmenter les salaires de 10%, avec une contrepartie de baisse de charges. Parce que le président de la République l'a déjà fait, demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Visiblement, ce n'est pas suffi d'effet. Sans contrepartie. Et alors, c'est ça le véritable problème. Nous proposons justement cette incitation à augmenter les salaires de 10% avec une baisse de cotisation sociale. C'est un donnant-donnant. Et nous voyons bien que la question des salaires, elle est très importante puisque bon nombre de Français cherchent à travailler, cherchent des perspectives. Mais quand vous voyez que les minima sociaux sont beaucoup trop hauts par rapport aux salaires qui sont beaucoup trop bas, ça ne fonctionne pas. Vous parliez de la censure du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, vous souhaitez supprimer le droit du sol. Vous dites que ce sera dans une loi d'urgence, donc une mesure prise très rapidement. Est-ce que si toutefois le Parlement la vote, vous ne craignez pas d'être censuré par le Conseil constitutionnel là-dessus ? Le Conseil constitutionnel, on a entendu M. Fabius, est devenu une officine militante. On le voit bien. Qui n'a pas envie de respecter la volonté souveraine des Français et leur avis majoritaire. Donc il fait de la politique et pas du droit ? Bien sûr, bien sûr. Ah bon ? Monsieur Fabius fait de la politique, il fait de la politique antinationale, d'ailleurs, sur ces questions-là. Et d'ailleurs, il est sorti bon nombre de fois de son devoir de réserve. Et c'est extrêmement choquant et préjudiciable pour l'équilibre de nos institutions. Et Français... si on va plus loin, ça veut dire que vous souhaitez réformer le Conseil constitutionnel ? Non, c'est pas réformer le Conseil constitutionnel, mais nous disons que les Français souhaitent moins d'immigration. Ils le disent régulièrement, ils le disent dans les urnes, j'espère qu'ils le diront massivement les 30 juin et 7 juillet prochains, ils le disent dans toutes les études d'opinion, ils veulent beaucoup moins d'immigration, à la fois pour leurs comptes sociaux, publics et leur sécurité. Ce serait extrêmement choquant qu'une personnalité et que quelques, entre guillemets, sages fassent obstacle à la volonté souveraine des Français. Ce qui est leur rôle, de vérifier que les textes sont conformes à la Constitution. De vérifier que les textes, mais pas d'instrumentaliser les textes pour faire de la politique et de l'idéologie. Un mot sur la réforme des retraites, puisque c'est évidemment un sujet qui est attendu par les Français. Alors vous dites que vous revenez dessus pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et quid des autres ? Nous souhaitons, alors Jordan Bardella l'a rappelé, nous souhaitons abroger la réforme Macron, profondément injuste socialement et inefficace économiquement. Nous ne renonçons pas sur cet objectif et cette priorité. Pourquoi ? Parce que cette réforme a montré qu'elle n'était pas efficace et surtout, elle pénalise ceux qui ont eu des métiers difficiles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Il faut rappeler que qui partent plus tôt dans la réforme. Ils ne partent pas à 64 ans, ceux qui ont commencé avant 20 ans. Il faut rappeler quand même l'objectif de la retraite. L'objectif de la retraite, c'est de permettre à tous nos concitoyens de profiter d'années de vie, si possible en bonne santé, après une vie de travail. Donc il faut que cette réforme, elle soit juste.
la réforme Macron n'est pas juste et nous allons revenir dessus. C'est évidemment l'un des engagements que nous avons pris et que nous mettrons en œuvre à partir de l'automne. Et juste, c'est 60 ans ou 40 annuités? Est-ce que ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, ils partent à quel âge? Ils partent à 56 ans? C'est 40 annuités travaillées à partir de 60 ans. Voilà. Quand on a commencé à travailler avant 20 ans et après 20 ans, c'est 62 ans, évidemment, en fonction évidemment de l'âge. Mais si vous avez commencé à 18 ans, vous partez à quel âge? À 60 ans? À 60 ans, c'est bien ça. Donc comme dans la réforme actuelle? Non, pas comme dans la réforme actuelle. La réforme actuelle, aujourd'hui, on le voit bien en termes déjà de disparité entre les parcours et de pénalisation de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Je pense à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, tend à précariser les personnes d'ailleurs qui sont au-delà de 60 ans. Et d'ailleurs on voit que ceux qui vont être incités à travailler plus longtemps possible, finalement seront soit au chômage, soit au RSA. Mais alors comment vous financez? Vous augmentez les cotisations, vous baissez les pensions de retraite? Comment on fait des économies. On fait des économies, ce qui n'a jamais été fait par ce gouvernement et les gouvernements précédents. C'est-à-dire que l'État français, contrairement à cette petite musique, est un État très riche. Nous avons énormément d'argent, et d'argent que nous gaspillons d'ailleurs. Nous gaspillons dans l'immigration. Si on prend juste quelques points budgétaires, c'est-à-dire le soutien, l'entretien des faux mineurs isolés par les départements, c'est 2 milliards d'euros par an. Si on prend l'aide médicale d'État, la palette de soins réservée aux clandestins, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Si on prend tout ce qu'on déverse à l'étranger, je rappelle que l'État français a consacré 1 milliard d'euros pour soutenir et financer la transition énergétique en Afrique du Sud. Rendez-vous compte qu'on a chez nous des Français qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner, et on leur dit c'est pas grave, on va financer la transition énergétique de l'Afrique du Sud. Et donc vous allez le chercher ailleurs que dans le système des retraites, l'argent. Mais nous allons faire des économies majeures à la fois sur la fraude sociale que nous allons récupérer. C'est 50 milliards d'euros par an en moyenne, récupérer sur l'immigration, récupérer aussi sur les contributions à l'Union européenne. Donc des marges de manœuvre, il y en a. Nous ferons des choix et ces choix bénéficieront aux Français. Vous avez là-dessus un point de désaccord avec Éric Ciotti qui lui a dit que la réforme, qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne souhaitait pas qu'on revienne sur la réforme des retraites. Comment vous allez négocier ce point de divergence ? Et c'est Jordan Bardella qui fixera le cap. Et vous le savez, dans une coalition... Il n'y aura pas de discussion avec vos partenaires ? Mais il y a toujours une discussion, et nous sommes tout à fait prompts à discuter. Mais dans une coalition, il est normal que vous mettiez autour de la table des gens qui ne partagent pas 100% des mêmes idées, des mêmes opinions. Et d'ailleurs, c'est la richesse d'une coalition. Mais avec Éric Ciotti et nos partenaires, des Républicains ou d'autres, nous nous rejoignons sur l'essentiel, c'est le retour de l'ordre de l'autorité, le retour de l'ordre dans nos comptes publics et le retour de l'ordre dans les rues de notre pays. Un mot sur l'éducation, Christine ? Oui, toujours pour continuer à comprendre votre programme. La rentrée scolaire, c'est dans moins de 3 mois aujourd'hui. Certaines réformes ont été entamées par la majorité actuelle. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Et notamment la réforme du choc des savoirs qui a beaucoup mobilisé le monde enseignant. Donc le dédoublement des classes, on revient dessus, on ne revient pas dessus. La réforme de la formation initiale, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, il faut rassurer nos concitoyens qui nous regardent, et puis les professeurs, les enseignants, les élèves. Nous n'allons pas bordéliser la rentrée, ni aucun secteur. Tout se passera bien. Les Jeux Olympiques, la rentrée scolaire, ne vous inquiétez pas, tout se passera... Donc on ne change rien Non, mais il y aura évidemment des changements. L'éducation nationale, encore une fois, ça ne se règle pas au milieu du mois de juillet pour la rentrée de septembre. Nous n'allons pas tout bouleverser. On comprenne bien que pour la rentrée de septembre, on ne change rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura évidemment une réorientation majeure sur les objectifs que nous souhaitons accorder à l'éducation nationale, sur la protection des enseignants, notamment, qui était totalement insuffisante. Mais qu'est-ce qui diffère des objectifs de Gabriel Attal ? Alors, il y a une mesure qui était portée par le Rassemblement national, évidemment, qui sera beaucoup plus appliquée qu'elle ne l'est actuellement, c'est l'interdiction des abayas, par exemple. Que nous avons salué, que nous avons Gabriel Attal a mis en place. Plébiscité, bien sûr, qui n'est pas appliqué malheureusement sur le terrain. J'en veux pour preuve des exemples dans ma circonscription. Et j'en veux pour preuve aussi que, quelquefois, les enseignants sont lâchés par leur hiérarchie et qu'il faut faire privilégier le pas de vague. Et puis ensuite, l'éducation nationale, il faut le dire aux Français, ça va prendre du temps, parce que tout ce qui a été dégradé depuis des années, les différents gouvernements qui ont affaibli à la fois
fois l'enseignement des savoirs fondamentaux, qui ont affaibli l'enseignement et la laïcité dans nos enceintes scolaires. Tout ça va prendre du temps, mais nous avons de l'énergie, de la volonté, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait la majorité absolue pour le faire. C'est un point qui a mobilisé le monde enseignant. Sur le dédoublement des classes, aujourd'hui, dans les classes, certaines classes ne sont pas sûres d'avoir un enseignant en face d'elles au mois de septembre. Comment vous arrivez à résoudre ce problème ? Effectivement, ça c'est une vraie difficulté. Le dédoublement des classes a été mal organisé. Il a été aussi source d'injustice parce que, je vous le rappelle, on a dédoublé les classes dans les quartiers dits prioritaires et en parallèle, on ferme des classes dans la ruralité. Moi, mon département de l'Yonne est vidé année après année, carte scolaire après carte scolaire, de classes. La courbe démographique l'impose ? Non, pas. C'est des objectifs comptables qui l'imposent au détriment des savoirs fondamentaux qui sont inculqués à nos enfants, d'une injustice majeure. Donc nous, effectivement, il y aura un moratoire sur les fermetures de classes dans la ruralité. Ça, c'est une certitude. Et nous verrons, effectivement, nous mettrons tout en œuvre pour que chaque classe est un enseignant et que tous les élèves de la République française, quels qu'ils soient, quel que soit leur quartier ou leur village, puissent bénéficier de l'école de la République. Christelle, sur le futur gouvernement, Sylvie. C'est ça, une petite question politique. Lorsque Marine Le Pen a évoqué le nom de Jordan Bardella pour Matignon, elle le disait dans la perspective à l'époque de l'élection présidentielle, elle avait aussi dit qu'elle annoncerait la composition du gouvernement pour que les Français ne soient pas mis devant le fait accompli en 2027. Est-ce qu'elle compte le faire, là, dans le cadre de ces législatives ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Bien évidemment, déjà ce qui change, c'est que nous sommes dans une situation, et nous serions dans une situation de cohabitation. Ce gouvernement sera un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire avec des ministres qui ne sont pas forcément issus du Rassemblement national, mais de nos alliés et partenaires. Nous verrons quelle sera la composition de l'Assemblée nationale le 7 juillet prochain. Ça va jusqu'où vos alliés et partenaires, à part Éric Ciotti ? Est-ce que vous tendez la main à Éric Zemmour ? Est-ce qu'il y aura Nicolas Dupont-Aignan ? Nous tendons la main à tous les patriotes sincères, quels qu'ils soient issus de la gauche ou de la droite, qui ont envie de redresser notre pays et qui nous rejoignent sur nos priorités, à savoir le retour de l'ordre et de l'autorité, la restauration de la sécurité des Français et la défense du pouvoir d'achat des Français. Voilà. Marion Maréchal, elle semblait vous rejoindre là-dessus. Vous n'avez pas saisi sa main tendue non plus. Marion Maréchal, effectivement, est dans une démarche d'union responsable. Elle l'a été dans le cadre de la campagne des Européennes, elle l'est toujours, et il ne vous aura pas échappé que certaines circonscriptions ont été accordées à certains de ses amis. Donc elle pourrait intégrer le gouvernement. Mais encore une fois, tous les responsables politiques qui sont patriotes, qui ont à cœur la défense de notre identité, la lutte contre l'immigration et la défense du pouvoir d'achat des Français, évidemment, seront accueillis dans ce gouvernement et pourront en faire partie. Mais aujourd'hui, il est bientôt pour dire qui constituera ce gouvernement, puisque c'est les Français qui, par leur vote, détermineront la composition de l'Assemblée nationale. Une dernière question, il n'y a pas de ligne rouge, c'est-à-dire que les candidats qui se sont présentés contre les candidats... Insoumise et les dingues du Front populaire. Mais les LR, par exemple, qui se sont présentés contre les candidats d'Éric Ciotti, pourraient être intégrés dans cette majorité ? Et nous verrons le moment venu... Vous ne dites pas non, en tous les cas. Mais encore une fois, nous verrons le moment venu. Déjà, quel sera le vote des Français ? Quelle sera la composition de l'Assemblée nationale ? Quels seront les rapports de force ? Et ensuite, quelles sont les motivations des uns et des autres pour participer au redressement de notre pays ? Encore une fois, l'union nationale, c'est large, ça doit être clair sur la ligne et sur le projet, mais il faut que tous ceux qui se reconnaissent dans la volonté et le projet que nous allons défendre puissent en faire partie, et ce sera le sens de l'ouverture de Jordan Bardella au soir des élections législatives. Merci Julien Audoul, merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de la dépêche, c'est l'affaire Jubilard, Christelle. Oui, parlant de nos journalistes, Frédéric Abella qui sort un livre très enquêté sur le sujet. Et c'est à lire aujourd'hui dans la dépêche. On continue à parler de ces législatives tout de suite dans le club.